Bonjour, je vous remercie de me donner l'opportunité de vous présenter ce travail qui porte sur la transplantation hépatique dans les formes neurologiques d'une maladie rare, qui est la maladie de Wilson. Voici mes liens d'intérêt. Tout d'abord, vous connaissez bien sûr la maladie de Wilson, donc je ne vais pas revenir en détail dessus, mais je voulais juste rappeler que cette maladie génétique liée à des mutations du gène ATP7B se traduisait donc par un dysfonctionnement de la protéine ATP7B, qui est une ATPase, qui joue un rôle essentiellement important et notamment qui permet l'incorporation de cuivre dans la celluloplasmine. Donc le dysfonctionnement de cette protéine est à l'origine d'un défaut d'incorporation du cuivre à la celluloplasmine et donc d'une augmentation du cuivre non lié à la celluloplasmine, du cuivre libre dans le sang, qui est le cuivre toxique susceptible de se déposer au niveau de tous les organes et notamment d'induire des lésions neurologiques. Alors, l'atteinte neurologique de la maladie de Wilson, ce n'est pas une atteinte exclusivement de l'adulte. Elle s'observe tout à fait en pédiatrie et vous pouvez voir ici sur les données du registre national que durant la deuxième décennie, entre 10 et 20 ans, 40% des patients présentent une atteinte neurologique. Et si on se concentre plus particulièrement chez les jeunes enfants de moins de 18 ans, dans les circonstances de la maladie, de la découverte de la maladie, correspondent à une atteinte neurologique dans plus de 10% des cas à un âge moyen de 14 ans et demi. Malheureusement, comme vous le savez sans doute, on peut observer des détériorations neurologiques dites paradoxales à l'instauration du traitement, et cela s'observe dans quasiment 25% des cas de ces patients. Et puis malheureusement également des dégradations neurologiques secondaires dans environ 15% des cas à l'occasion d'un arrêt de traitement. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de la transplantation hépatique dans cette population très particulière et qui a pour but essentiellement d'évaluer le bénéfice de la greffe dans ces formes de neuro-Wilson. Donc, nous avons retrouvé les dossiers, enregistrés d'ailleurs au niveau du registre, de 10 enfants porteurs d'une maladie de Wilson, une forme neurologique, ayant été greffés entre 2001 et 2024. Le diagnostic des maladies de Wilson a été porté dans tous les cas et confirmé génétiquement à un âge moyen de quasiment 15 ans, 14,7 ans, et on note un délai diagnostique par rapport à l'apparition des premiers signes neurologiques d'environ 7 mois et demi. L'indication de la transplantation a été chez tous une détérioration neurologique gravissime, d'aggravation rapide. En 9 cas sur 10, une aggravation paradoxale précoce et dans un cas, une aggravation secondaire liée à une interruption du traitement. La gravité de l'atteinte neurologique a été évaluée par un score spécifique de la maladie de Wilson, l'UWDRS, et par l'IRM cérébral. Lorsque le score UWDRS est supérieur à 75, il s'agit d'une atteinte sévère. Alors ici, les résultats concernant ces 10 enfants, ils ont été greffés à un âge moyen de 15 ans, avec un délai moyen depuis le diagnostic de maladie de Wilson de 7 mois et demi. Ils avaient tous une atteinte neurologique extrêmement sévère. L'UWDRS était en moyenne à 100 sur 180. Ils avaient tous un anneau de Kayser-Fleischer et ils avaient tous des lésions cérébrales tout à fait typiques à l'IRM, dont vous pouvez voir ici une hyperintensité en T2, des putamènes et des thalassémies. Surtout, ils étaient tous dépendants. Aucune autonomie, pas de marche, une dystonie majeure constante chez 10 enfants, associée chez un grand nombre à un syndrome parkinsonien, des troubles psychiatriques, des myocloniques et une chorée. 9 sur 10 avaient des troubles de la déglutition, il y avait besoin d'une gastrostomie d'alimentation. 5 ont dû être trachéotomisés et 3 sur 10 avaient présenté un sepsis sévère avant la greffe. Après un suivi moyen d'environ 44 mois, je vous montre ici les résultats. 100% de survie à 1 an, un décès malheureusement de septicémie 36 mois après la greffe. Ils se sont tous améliorés sur le plan neurologique. Tous. L'UWDRS disponible chez 8 d'entre eux à 1 an post-greffe était passé en moyenne de 100 à 42. 5 ont vu disparaître leur anneau de Kayser-Fleischer et 5 ont vu les lésions neurologiques à l'IRM cérébral régresser ou du moins s'améliorer.
Et vous savez ici un exemple de ce patient qui a une IRM faite à 18 mois post-greffe qui s'est normalisée. Je vais vous montrer ici une vidéo pour Dorian. Donc vous voyez ici en pré-transplantation ce gène qui ne marche plus, qui est extrêmement dystonique. Vous voyez à 3 mois post-transplantation ce jeune qui peut à nouveau s'asseoir, se lever et grimper cette échelle. À 2 ans post-transplantation, il reste extrêmement dystonique, vous voyez, et à 14 ans post-transplantation, il marche quasiment normalement. Il a encore une toute petite dystonie. Il a pu reprendre une activité professionnelle, bien sûr. Il est marié, il est totalement autonome. Il a 2 enfants. Et c'était un jeune chez qui le diagnostic avait été fait à l'âge de 13 ans et qui, malheureusement, 2 ans et demi après le diagnostic, avait interrompu son traitement et a dû être greffé en urgence. Donc, en conclusion, l'amélioration neurologique observée après transplantation suggère que celle-ci permet une mobilisation satisfaisante du cuivre du système nerveux central et probablement supérieure à celle des chélateurs. La transplantation hépatique apparaît comme une option thérapeutique raisonnable à considérer rapidement en cas de détérioration neurologique sous traitement médical, après avis d'experts, bien sûr, avant l'extension des lésions de nécrose cérébrale. Je vous remercie. On a un peu de temps pour des questions sur ce premier topo. Moi, j'en ai une. Là, dans l'étude, les patients greffés étaient tous greffés pour le symptôme neurologique. Oui, ils ont tous été greffés pour une détérioration neurologique majeure. Donc, en 9 cas, c'était d'emblée à l'instauration du traitement. Ils se sont aggravés. Ils ont été greffés dans un délai de 7 mois par rapport au début du traitement. Entrer dans la maladie par les symptômes neuro. Oui, entrer dans la maladie par les symptômes neurologiques. Avec déjà un retard diagnostique. Je veux dire, le délai diagnostique était de 7 mois. Donc, on peut dire que, grosso modo, quand ils ont été greffés, il y avait déjà 1 an d'évolution d'une maladie neurologique, pendant 7 mois en moyenne méconnue, enfin le diagnostic d'une maladie méconnue, mais malgré l'instauration du traitement, vraiment, on dit toujours qu'on y va très, très, très progressivement, mais malheureusement, on a ces détériorations paradoxales parfois. Et j'imagine que si le délai de diagnostic était de 7 mois, les enfants n'étaient pas complètement dépendants au diagnostic. Le délai pour que la dépendance soit telle dans la détérioration paradoxale? C'est à l'instauration du traitement. On va très lentement. On va donner des exemples. On commence par exemple la dépénicillamine, un demi-comprimé par jour, et on va augmenter tous les 15 jours, éventuellement un comprimé, puis après un comprimé et demi. Mais on les voit se dégrader, ils se sont tous dégradés dans un délai de 6 mois, avec des lésions qui se sont majorées à l'IRM. Donc là, c'est très difficile, l'indication à poser. En France, on a de la chance parce qu'on a pu bénéficier pour ces enfants de l'inscription en super-urgence, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays européens, mais on a pu bénéficier des inscriptions en super-urgence qui, à partir du moment où on posait l'indication, ils ont pu être greffés extrêmement rapidement. Et la dernière a été greffée là, au mois d'août à Bicêtre, et voilà, on l'a revue il n'y a pas longtemps, et elle est déjà considérablement améliorée. Alors, on poursuit avec Wilson, c'est une session Wilson. Il y a une question supplémentaire, pardon. Est-ce qu'il y a des marqueurs prédictifs de ceux qui vont se dégrader à l'instauration du traitement, ou est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en train de regarder? Alors, non, on a des marqueurs prédictifs d'atteinte neurologique qui sont le dosage du cuivre échangeable lorsqu'il est supérieur à 2 micromoles par litre. Ça avait déjà été publié. C'est vraiment pour nous un marqueur qui témoigne, en l'absence d'hémolyse, d'une atteinte neurologique. Donc ça, c'est le marqueur prédictif. En revanche, sous traitement, une fois qu'on a commencé le traitement, on sait par expérience qu'il y a 25% des patients susceptibles de s'aggraver sous traitement. Donc on y va très, très doucement. Il y a pas mal d'études qui ont essayé. Il y a les pro-zinc qui considèrent qu'avec le zinc, il y a moins de risques qu'avec les chélateurs. Je pense qu'il n'y a pas de données actuellement objectives qui permettent de dire qu'avec l'un ou l'autre des traitements, on ait moins de détérioration. Mais on n'a pas de marqueurs à l'IRM ou pour l'instant, on n'a pas de marqueurs qui permettent de prédire cette évolution.